Ok, parfait. Donc, bonjour. Donc là, l'idée, c'est, on a Vakan, c'est ça? C'est ça. Qui est un investisseur qui m'avait contacté pour me poser des questions sur un projet d'achat en viager qu'il avait. Donc, c'est un investissement qui est fait par le biais d'une autre agence. Mais je me suis quand même livré au jeu, à lui répondre à ses questions. Et il a gentiment accepté qu'on ait un échange. Je me suis dit que ça pouvait aussi intéresser d'autres personnes, les questions qui se posent, parce qu'il y a des questions assez génériques et des questions un petit peu plus précises. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant et qu'on allait en faire un podcast. Donc, je vais te laisser te présenter, expliquer un petit peu qui tu es, ton parcours, qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu as décidé d'acheter un viager. Ça marche. Bah déjà, merci à vous pour l'entretien, parce que c'est vrai que c'est sympa, c'est cool de pouvoir être aiguillé comme ça fait toujours plaisir. Vos podcasts, ils sont super bien, donc c'est grâce à ça que je vous ai connu, donc Et, voilà, c'est et cool. pour info, pour tous ceux qui écoutent, je ne l'ai pas payé pour qu'ils disent ça. Non, pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. Et donc voilà, je m'appelle Wakan, j'ai 35 ans, je suis marié, je viens d'avoir un enfant il y a un mois. Je suis... Félicitations. Merci. Je suis locataire à Paris depuis une dizaine d'années après. Avec ma compagne, on aimerait bien s'installer dans ma région natale qui est le sud de la France. Ça fait un moment qu'on y pense. Donc c'est vrai, avec en plus tout ce qui se passe en ce moment, c'est un plus, on va dire, qu'on voulait vraiment être un peu au calme. On a un apport qui est grosso modo de à peu près le maximum, quoi, 100 000 euros. Mhm. Donc du coup, on cherche. Alors on a des recherches bien précises en termes de chambre, en termes d'emplacement, etc. Donc on se dirige plutôt vers des maisons de village, parce qu'au niveau du prix dans le sud, vers où je cherche, il n'y a que les maisons de village qui peuvent être dans nos prix. Donc on sait bien que ce n'est pas la maison finale, mais ça sera déjà un premier investissement dans quelque chose. Mhm. Et du coup, en cherchant, on est tombé du coup sur les viagers également. Donc, on a trouvé un bien qui est vendu en viager libre et qui correspond tout à fait par rapport à ce qu'on cherche. Et D'accord, qui est, ce bien, il correspond au niveau de vos critères pour y vivre, vous, éventuellement. c'est En ça, termes de superficie, d'emplacement, voilà, c'est ça. Emplacement, superficie, nombre de chambres. Le prix du bouquet, du coup, initial, il est moindre. Il est de Mhm. 62 000 et quelques. Donc, il est moindre par rapport à notre apport. Mhm. Donc tout ça, c'est vrai que c'est des choses où on a fait, ah ouais, tiens, ça peut être pas mal du coup, parce que... Et du coup, on a commencé à s'intéresser du coup au viager, parce que du coup, moi, je ne connaissais pas du tout. C'est comme ça que je suis tombé du coup sur vos podcasts, et entre autres. D'accord. Donc voilà, grosso modo, on aimerait investir une partie dans un viager et garder le reste de notre trésorerie pour un futur projet dans quelques années, ou voilà, pouvoir même retaper aussi le viager, etc. Ça nous servirait de maison du coup, et en même temps de futur investissement. D'accord. D'accord, top. Donc là, on va balayer les différentes questions que vous aviez à poser, puis on essaiera d'apporter des réponses. Vous avez les questions sous les yeux? Oui, j'ai des questions à Ok, ma gauche. bah, je vous laisse me les poser et puis je vais tâcher d'y répondre. Ça marche. Alors, j'ai essayé de faire des catégories, on va dire. J'ai essayé de. Voilà. Alors, je vais commencer par les. Il y a des locataires qui sont déjà dans le bien. Euh, pour info, c'est pas moi qui ai fait la visite, c'est mon père qui est dans le sud, parce que moi, je ne pouvais pas me déplacer, je suis à Paris. Donc, ça a été un peu, on va dire, tendu parce que les locataires étaient assez speed, etc. Donc, il n'a pas pu vraiment faire une super visite. Il y avait le proprio qui était là et il disait oui, mais de toute façon, quand ils sont sortis, on dit oui, moi, je vais si ça se vend, moi, je vais les virer, etc., etc. Donc, il sentait qu'il y avait une petite tension, une petite mésentente D'accord. entre les locataires et lui. Donc, j'avais ces questions. Déjà, est-ce que le bien doit être mis à disposition vide, sans les affaires des anciens locataires, si ça se fait? Non, parce que du coup, là, on est sur un viager libre. Donc, dans la définition même du terme, donc c'est un viager libre où le vendeur n'habite pas dans les lieux, mais il y a un locataire qui est en place. Le D'accord. locataire, il est là et il y a un bail d'habitation, normalement. Ok. Donc ça, c'est un document qu'il faudra que vous ayez, donc le bail. Et si vous souhaitez, vous, y habiter en tant que résidence principale, c'est ce qu'on appelle les motifs légitimes. C'est-à-dire qu'en fait, pour sortir un locataire, donc soit il ne paye pas, donc il y a une procédure d'expulsion, ça c'est un cas de figure, mais si jamais il n'y a pas de souci, il voulait rompre le bail, pour le rompre, il faut envoyer un recommandé au locataire 6 mois avant le terme du bail pour un juste motif. Quand on dit un juste motif, c'est notamment pour y habiter vous-même en tant que résidence principale. D'accord. Ok.
Et est-ce que ces démarches-là, c'est à moi de les faire ou c'est au crédit rentier? Du coup, il faut regarder la date d'anniversaire du bail. Il faut qu'on soit dans Alors, les délais. Et ça peut être lui ou vous. d'accord. Après, ce sera une discussion que vous aurez entre vous pour pour pas louper le délai. Parce que, admettons, si c'est dans moins de 6 mois que le bail est fini, vous repartez pour une période de 3 ans. D'accord. Ok. D'accord. Donc, c'est bon à savoir. Et du coup, j'en profite pour dire les éléments à demander. Donc, il y a le bail qu'il faut avoir. Et il faut Ok. également avoir les dernières quittances de loyer. Vous assurer que le locataire il est bien à jour. D'accord. Ok. Et le Merci. jour de la signature chez le notaire, la signature définitive, le propriétaire devra vous rendre le dépôt de garantie, le mois de caution du locataire. D'accord. Donc là, il avait mis un mois de dépôt de garantie, 600 euros. Il doit vous restituer 600 euros. D'accord. Ok. Merci. Euh, J'avais une question. Alors, c'est une grande question, on va dire. Euh, Dans mes recherches, j'ai compris que le contrat de viager, il est vraiment fondé sur l'aléa des choses. Mmh. Et que ça, c'est vraiment le noyau dur, c'est la base du truc, Oui, qui est un équilibre. Et du coup, je vais juste lire ma question et vous pouvez me couper, enfin, il n'y a pas de souci si je suis trop long, quoi. À l'heure actuelle, là, les locataires, ils payent 600 euros de loyer. mmh, La rente, elle est de 433 euros. d'accord. Est-ce que je peux insérer une clause ou une sorte de contrat entre moi et le crédit rentier qui me permette de louer le bien plus cher que le prix de la rente? Ou cela reste toujours illégal, ou ça briserait l'aléa du coût du contrat. Est-ce que cette clause ou contrat entre le crédit rentier et le débit rentier prendrait le dessus sur la loi générale, comme quoi si allocation de la part du débit rentier, le montant du loyer ne doit pas excéder le montant de la rente? Et juste au cas où j'essaye de me dépêtrer, entre guillemets, si je fais des travaux, est-ce que c'est une solution pour pouvoir augmenter le prix de la location et pas y fixer à cette somme de rente? Ou si je fais de la location saisonnière, type Airbnb ou Mmh. quoi, est-ce que je peux dépasser ce seuil de rente ou c'est interdit aussi? D'accord. Il y a plusieurs questions dans la question. Déjà, ce que vous avez levé comme point, c'est le caractère aléatoire du viager, où c'est régi au même titre que les contrats d'assurance ou les jeux de la Française des Jeux, etc., où il y a une part d'aléa, où c'est le vendeur qui peut être gagnant, parce que du coup, il reste en vie plus longtemps que prévu, ou il casse sa pipe avant. Et dans ce cas, vous récupérez le bien, c'est vous qui gagnez. Donc, pour qu'il y ait un aléa, c'est notamment l'aléa au niveau du prix. Et là, moi, ça me semble cohérent entre 600 et 433 euros, parce que quand on dit que la rente doit être supérieure au montant du loyer, on parle d'un loyer net. C'est-à-dire que là, vous allez toucher 600 euros de loyer, mais c'est charges comprises. D'accord. Donc déjà, si on enlève la partie charge, on est à moins, je ne sais pas de combien elles sont les charges, il va y avoir un moins, et après, il va y avoir une fiscalité, CSG, CRDS, etc. dessus. Donc, ce qui fait qu'au final, si on fait les comptes en fin d'année, vous allez quand même devoir remettre au pot. Donc, il y a le caractère aléatoire. Donc là, il y a pas de sujet. Par contre, sur l'autre point, admettons que ce n'était pas le cas, et si jamais vous faisiez des travaux d'embellissement, d'amélioration, etc., dans ce cas-là, c'est des motifs pour pouvoir augmenter le loyer. Mais la partie location, vous, le contrat qui vous liera avec le vendeur, c'est le paiement de la rente. C'est tout. D'accord. Vous serez tenu à payer la rente et point. Et après, vous faites ce que vous voulez. Soit vous y habitez, soit vous faites du saisonnier courte durée, du meublé, enfin, peu importe le dispositif de mise en location que vous souhaitez, c'est vous qui décidez. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, si je le laisse dans l'état, il faut pas que je dépasse du coup le prix de la rente, grosso Non, modo. non, c'est pas tout à fait ça. Après, ça va dépendre des zones. Par exemple, vous savez, à Paris, il y a l'encadrement des loyers. Donc, D'accord. on est figé. C'est un prix au mètre carré et point. Là, dans le secteur où vous êtes, je n'ai pas le nom de la ville, mais je ne pense pas qu'il y ait ce type d'encadrement de loyer. Donc, vous êtes libre de fixer les loyers que vous voulez. Après, c'est une histoire de marché, d'offre et de demande. Donc, une fois D'accord. que ce locataire il est parti, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et du D'accord. coup, Ok. si jamais vous changez, là aujourd'hui, c'est de la location longue durée, enfin du 3, enfin, les baux de 85-89, donc les baux classiques de location. Ouais. Après, par exemple, si vous changez de dispositif et vous passez par exemple en location courte durée type Airbnb, forcément, ce sera plus rentable. D'accord, donc j'ai le droit, parce que c'est vrai, là vous m'enlevez une grosse épine du pied, parce que en cherchant sur Internet, de ce que j'ai vu, c'était vraiment, en gros, c'est impossible si je mets en location, que ça dépasse la rente, c'est interdit, les ayants droit peuvent attaquer, je sais pas quoi. Enfin, Non, non, là, faut qu'il y ait un aléa, et c'est ce que j'expliquais au départ. Et en fait, la nuance, elle est sur le montant de la rente nette, du loyer net. Et quand on dit d'accord, loyer net, c'est net de charge,
net d'impôt. Donc, D'accord, il y a un petit peu de marge. d'accord, ok. Ok. Mon autre question, quelles sont voilà. Est-ce que le crédit rentier a les mêmes documents à fournir que pour un achat normal, c'est-à-dire DPE, amiante, permis, etc. Donc, sur le viager, on reste sur une vente immobilière traditionnelle avec quelques spécificités supplémentaires, propres au viager et différentes clauses qui sont relatives au viager. Mais tout le process de la vente sont les mêmes que sur une vente classique. À ce titre, il y aura plusieurs de documents qu'il faudra que le vendeur vous remette, notamment tous les diagnostics obligatoires. Donc ça, vous regardez, vous avez les listes, hein, il y a DPE, il y a la loi Caresse, donc la superficie, il y a l'électricité, l'amiante, enfin, toute la batterie de diagnostics obligatoires. Donc qui varie en fonction de l'âge de l'appartement, de différents points. Donc tous les documents-là, vous devez les avoir. On est sur une copropriété, j'imagine, c'est un appartement. Non, c'est une maison. Ah, c'est une maison? D'accord. Ouais, c'est une maison et non, il y a pas de copropriétaire. D'accord, ok. Parce que si c'était, par exemple, l'acquisition d'un appartement en viager, on doit fournir aussi tous les documents relatifs à la copropriété, type PV d'Assemblée générale, le règlement de copropriété, l'état descriptif de division, voilà, tout un tas de documents à récupérer. Donc là, ce n'est pas le cas. Après, du coup, au niveau de l'assainissement, c'est pareil, ça dépend des villes. Moi, je vous conseille de le demander, qu'il fasse le diagnostic assainissement et que s'il y a une mise en conformité, que ce soit à sa charge. Ouais. Mais ça, Sinon, j'avais vu ça vous fera des frais, ça vous fera des frais supplémentaires. j'avais vu ça pour un ancien bien qu'on voulait peut-être acheter en région parisienne et c'était très important parce que c'était pas relié tout à l'égout. Enfin, fallait faire attention Ouais, à ça. et quand c'est pas relié, enfin, voilà, s'il faut le relier soit en séparatif ou en unitaire, c'est tout de suite des coûts qui peuvent atteindre autour des 10 000 euros. Donc, c'est pas négligeable. Ça marche. Tac, tac, tac. Dans le cas d'un viager libre, c'est l'acquéreur qui paye les frais de notaire. Donc, on est d'accord que c'est nous qui le choisissons. Je reviens à ce que je disais juste avant, c'est qu'on est sur une vente, quasi une vente traditionnelle, enfin, D'accord. avec les spécificités du viager. Ce qui fait qu'il y a obligatoirement un passage devant le notaire. Les frais de notaire sont à la charge toujours de l'acquéreur, que ce soit dans du classique ou du viager. Donc, c'est vous qui aurez à supporter ces frais-là et vous êtes tout à fait libre de choisir le notaire que vous voulez. Le vendeur peut avoir son notaire et vous pouvez choisir également un notaire. Donc ça ne pose pas de difficulté. Juste quand il y a deux notaires sur un dossier, c'est toujours plus long parce que le temps qu'ils arrivent à synchroniser leur agenda, c'est toujours plus Ouais. difficile, mais ça ne pose pas de souci et ça n'impacte en rien le montant des frais. D'accord. En fait, dans les frais de notaire, il y a plusieurs choses. C'est des droits de mutation, c'est des taxes au niveau communal, départemental, régional et de l'État. Donc, il y a des parts un petit peu pour tout le monde. Et après, il y a les émoluments du notaire. Donc, en fait, son gagne-pain, Ouais, l'argent qu'il va prendre. Et en fait, c'est cette partie-là, s'ils sont deux, qui se diviseront en deux, moitié-moitié. d'accord. Donc pour vous, ça Euh, n'a aucune incidence en termes de montant. d'accord, c'est bien, c'est bien. C'est mieux? Ouais, c'est mieux, ouais. Et j'ai vu sur Internet, donc il est le calcul du bouquet et de la rente, c'est une règle, on va dire, c'est une règle stricte ou ça peut être, comment c'est calculé? Enfin, est-ce que c'est aléatoire ou est-ce que c'est fixé par des règles? Donc, il n'y a pas de. Quand on regarde dans la loi, il n'y a pas de barème officiel. Ça veut dire qu'on peut. Il y a pas de. Même dans la loi, c'est précisé que c'est une vente de gré à gré. Donc, qui dit gré à gré, c'est un accord entre vous et le vendeur. Il faut juste qu'il n'y ait pas de ce qu'on appelle le dol. C'est-à-dire qu'en fait, que vous achetiez le bien en deçà de sa valeur et d'une manière significative. On parle de 7/12e. Presque la moitié, presque 40-50% moins cher. Donc après, c'est fixé librement. On n'a pas de barème officiel. Après, le barème le plus répandu, c'est le barème d'Aubry, donc c'est la plupart des personnes qui font du viager utilisent ce barème-là. Il est à peu près correct comme barème, si ce n'est qu'il considère le taux de rendement locatif le même sur toutes les communes de France. Or, vous savez qu'un taux de rendement à Paris, ce n'est pas le même qu'à Nice ou le même qu'à Clermont-Ferrand. Donc, il y a quelques ajustements à faire parfois par rapport à ça. Ensuite, l'autre problème sur les barèmes, c'est qu'il y a les notaires qui utilisent généralement le barème fiscal, donc la ventilation entre nue propriété et usufruit. Et là, du coup, on est complètement faux dans les calculs et ça n'a aucun intérêt d'acheter. D'accord. Ok. Moi, par exemple, le bien que je convoite, alors, excusez-moi, le bouquet, il est à 62 600 euros. Mhm.
La rente, elle est de 433 euros par mois. Ils estiment la valeur du bien à 120 000 euros. Et la personne, c'est sur une tête qui est un homme de 72 ans. D'accord. Donc, toc, 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 administratif. Toc, toc, toc. Alors, le viager, donc, il est sur une seule tête, dans mon cas, mais la personne, elle est mariée. Est-ce qu'au décès du crédit rentier, est-ce que sa conjointe elle a quelconque droit sur le bien ou pas? Donc là, aujourd'hui, ils sont mariés. Le bien, il est la propriété de qui? Du vendeur ou du couple? Je ne sais pas. D'accord. Parce que là, du coup, l'agence qui vous a proposé ce bien-là vous a dit que c'était un viager sur une tête. Oui. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes tenu du paiement de la rente au profit de cette unique tête. Si jamais lui, il disait non, en fait, moi je préférerais que ça soit sur nos deux têtes, c'est-à-dire si je décède, qu'il y ait une réversion à 100% de la rente au profit de madame, dans ce cas-là, on est sur un viager à deux têtes et ça impacterait le montant du bouquet et de la rente. OK. Euh, Est-ce qu'il y a des clauses que vous pouvez conseiller d'ajouter au contrat de viager afin de protéger au maximum j'ai vu des clauses, par exemple, des clauses où, par exemple, si on ne paye pas un mois, Hmm. pour X raison, une rente d'un mois, carrément, le crédit rentier pouvait tout récupérer. En gros, on perd notre bouquet, on perd tout, en fait. Il y a des clauses comme ça qui existent apparemment. Ça, c'est ce qui est mis généralement, et ça ne se passe pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire la clause qu'on met, c'est une dérogation à un article de loi, la clause résolutoire et privilège du vendeur. C'est-à-dire si jamais en fait, vous ne payez pas un mois, il doit vous envoyer un commandement de payer par huissier, une mise en demeure. Si jamais cette mise en demeure reste infructueuse pendant 30 jours, dans ce cas-là, il peut activer la clause résolutoire. D'accord. D'accord. Donc, ce qui fait qu'en fait, en termes de délai, c'est plutôt 2 mois. Après, il faut savoir que c'est une relation contractuelle entre vous et le vendeur. Donc, le but, c'est vous respectez sur votre engagement de le payer. Après, on sait que dans la vie, il peut y avoir un pépin où il y a une fois un mois qui est compliqué à payer, donc il suffit de passer un coup de fil, comme quand vous êtes locataire. Des fois, il y a un petit coup dur, comme ce qui s'est par exemple avec le Covid, où il y en a pas mal qui se sont retrouvés dans des situations un peu précaires. Donc, il y a des choses qui s'entendent et c'est la relation entre vous et lui. Après, dans les faits, donc il y a cette clause-là qu'on met. Après, dans les faits, ça se plaide. Donc, qui dit plaidoirie, bah, voilà, c'est encore un deuxième Oui, caractère aléatoire. Et voilà. Et on le voit d'une manière générale dans la jurisprudence, quand la clause elle est activée, de clause résolutoire, le bouquet doit être remboursé. d'accord. Au moins le bouquet. Ok. Donc, il n'y a pas tout qui est perdu. Mais le but, Ok. c'est je le répète, le but, c'est de payer. Oui, oui, c'est sûr. Bah oui, c'est le but. Sinon, c'est pas rigolo. C'est rigolo pour personne, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a des clauses, selon vous, où il faut être vigilant, que les personnes, que les crédits garantiers peuvent mettre, que les notaires mettent pour leurs clients, etc., et qu'il faut un peu faire gaffe ou pas forcément? Là, on est sur du viager libre, donc c'est quand même beaucoup plus simple que le viager occupé, parce D'accord. que c'est pas le vendeur n'est pas dans les lieux. Donc, si ce n'est le fait de payer la rente, il faut regarder les conditions d'indexation de la rente. Toute la rente, elle va augmenter un petit peu tous les ans. L'indice, il est librement fixé. Généralement, quand on est sur des viagers libres, les vendeurs souhaitent plutôt mettre l'indice IRL, l'indice de révision des loyers, parce que du coup, il augmente plus fort. Donc, c'est plus intéressant pour eux. Ou sinon, pour le viager occupé, généralement, on met l'indice de la consommation des ménages. Donc là, c'est pareil, un indice publié par l'INSEE. Je crois que l'an passé, c'était même pas 1%, enfin, c'était peanuts. Enfin, D'accord. ça suit un peu le cours de la vie. Le cours de la vie normale. C'est logique. Ok. Ça, après, donc, il y a la fameuse clause résolutoire qu'on vient d'aborder. Il y a quoi d'autre pour le viager, non, c'est simple. Après, je vous dis, c'est plus vous de valider que le locataire paye bien, qu'il n'ait pas de dette vis-à-vis du propriétaire actuel, que vous achetiez pas un bien avec sur le papier écrit 600 euros de revenus et en fait, au final, il n'y a pas. D'accord. Ok. Parce que là, si on prend ce bien, le locataire partirait du coup. Il partirait pour que du coup il soit vide. On ne prend pas, on le prendrait pas avec la location vu qu'on y habiterait. Donc, D'accord. ok. D'accord. Tac, tac, tac. Dans quel ordre se passe l'acquisition d'un bien en viager? Étape par étape, c'est offre, envoi du contrat, signature, comme un bien classique, on va dire. On est sur le même procédé qu'une vente enfin, traditionnelle, encore une fois. En fait, c'est toutes les mêmes étapes. C'est-à-dire, en fait, vous êtes tombé sur ce bien-là, donc vous avez fait une visite. Le bien retient votre attention, donc vous allez passer dans une partie de négociation. Négociation sur les conditions de revalorisation, enfin d'indexation de la rente, sur le montant du bouquet, sur le montant de la rente, etc. Négociation, une fois que vous êtes d'accord, vous signez une offre d'achat qui est contre-signée. Là, on passe par la phase signature d'un compromis de vente chez le notaire.
donc classique. Ensuite, il y a les délais habituels des 2-3 mois en fonction des documents administratifs à récupérer. Et après, signature de l'acte authentique et transfert de propriété. Donc, tout pareil. Ça marche. Si le crédit rentier décède dans les 20 premiers jours de la signature, je sais, à ce que j'ai compris, bon, la vente est annulée, mais est-ce que le débit rentier, donc moi en l'occurrence, est-ce qu'on récupère, est-ce que je récupère mes frais bouquets, frais d'agence, frais de mutation, etc. Comment ça se passe? Donc ça, c'est une loi, c'est l'une des rares lois qu'il y a dans le viager, c'est l'histoire des 20 jours suivant la signature. Mais quand vous lisez l'article de loi, c'est précisé d'une maladie connue avant signature. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait que vous sachiez aujourd'hui qu'il est atteint d'une maladie pouvant mettre en cause l'aléa, c'est-à-dire que vous êtes sûr qu'il va décéder rapidement, donc en l'occurrence là dans les 3 semaines après la signature, et qu'il décède réellement. Donc là, je pense que vous ne savez pas s'il est malade ou pas, et donc il n'y a pas de sujet. D'accord, ok. En fait, ça, c'est une loi visant à protéger quelqu'un qui serait sur son lit de mort et qui se dit, bah, avant de mourir, je vais en viager, et en fait, ça lèse l'État au niveau des droits de Oui, mutation, oui, etc., parce qu'on paye moins cher, etc. Donc, c'est là ça fait de la où les donation. héritiers, et dans ce cas-là, ça peut rentrer en cause. D'accord, ça fait de la donation déguisée, donc Et, l'État. exactement. Ouais, exactement. Donc là, en l'occurrence, là, ça ne s'appliquera pas. En étant marié, donc moi je suis marié, est-ce qu'on peut acheter un seul nom? Et est-ce plus judicieux d'acheter à nos deux noms ou un nom? C'est quoi, quel est votre avis là-dessus? Ça dépend du contrat de mariage que vous avez, du type D'accord. de contrat. Est-ce que vous êtes sur la communauté? Est-ce que vous êtes en séparation de biens, régime des je sais plus le truc des acquis? Je crois que chacun il a ce qu'il a. On n'est D'accord, pas. donc séparation de biens. Ouais. Donc, si jamais vous l'achetez vous en nom propre et que vous êtes sur ce contrat-là, en fait, si jamais vous êtes amené à vous séparer, le bien, il sera à vous et madame, elle n'aura rien. D'accord. Or, si j'ai bien compris, l'investissement se fait avec l'argent commun, l'argent du couple. Ouais. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de l'acheter à deux. Donc, d'avoir tous les deux votre nom sur l'acte de vente et de l'acheter. Donc là, plusieurs options. Soit vous l'achetez en indivision, c'est-à-dire en nom propre chacun, avec les règles de répartition que vous souhaitez. Ça peut être 50-50, ça peut être 40-60, enfin, comme vous le souhaitez. Ou sinon, après, vous pouvez le loger à l'intérieur, par exemple, d'une SCI. Okay. Qui peut avoir certains avantages, notamment pour... Quoi, non, parce qu'en fait, votre objectif, vous, c'est d'y habiter. Alors, Et nous, après, notre de faire objectif, éventuellement du Airbnb. ouais, voilà, c'est d'y habiter pendant quelques années, je pense, et Mmh. ensuite de le retaper, etc., de l'agrandir, parce qu'il y a des pièces qu'on peut agrandir, enfin, qu'on peut retaper et du coup augmenter la Mmh. surface d'habitation, et ensuite le mettre en Airbnb ou en location longue durée, etc. Enfin, en tout cas, d'être dans cette optique-là, quoi. D'accord. Donc là, il n'y a pas forcément un grand intérêt de le mettre dans une SCI. Mettez-le en nom propre. Et en plus, il y a certains avantages fiscaux quand on est en nom propre sur la location courte durée et même de la location longue durée. Donc, c'est le premier bien. Ne vous embêtez pas avec d'autres types de véhicules pouvant loger ce bien-là, parce que ça va vous ajouter une lourdeur de gestion en termes de comptabilité, etc., qui n'est pas forcément nécessaire pour ça, vu le profil que vous avez de l'objectif pour le bien. Ouais, j'ai lu que en cherchant un petit peu, si on veut louer, etc., que ce soit du type Airbnb ou de la location longue durée, on va dire, ça serait si on fait moins de 23 000 euros, je crois, par an, c'est Microbic qui Mmh. nous. Il y a des dispositifs allégés Voilà. pour ça. Ok. Alors, Et une puis autre après, on question. est sur des montants qui ne sont pas énormes. Donc, si je vous dis, vous embêtez pas à monter une SCI qui va vous engendrer des frais au départ et de la gestion et des déclarations fiscales, etc. Enfin, ça va être une lourdeur qui n'est pas forcément utile Dans dans ce ce genre cas. de. L'accès au contrat du viager, c'est comme, bah, du coup, excusez-moi, je me répète, mais c'est qu'en fait, c'est comme une vente classique. On a accès à ce contrat pour l'examiner en détail une fois qu'on a signé le compromis ou Avant avant. signature du compromis, c'est-à-dire en fait, là, vous allez passer chez un notaire. Donc, le notaire va préparer un projet de compromis qui va vous envoyer, que vous ayez le temps de le lire et faire vos éventuelles observations, remarques, questions. Et D'accord. après, il y a une signature. Donc ça, vous m'avez répondu tout à l'heure. Non, 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 non. Ça aussi, vous m'avez répondu. Super. Quelles sont les possibilités si un jour nous voulons revendre le bien? Avant que, alors, excusez-moi, avant que le crédit rentier soit, enfin, s'il est toujours vivant.
Donc là, on est sur un viager libre, je le rappelle. Là, vous l'achetez aujourd'hui et vous dites, dans 5 ans, j'ai un autre projet ou j'ai besoin de liquidité ou je ne sais pas quoi. Vous dites, j'ai envie de revendre le bien. Sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un transfert de propriété qui va être fait, donc c'est vous qui allez être propriétaire. À ce titre-là, en plus, c'est un viager libre, donc vous pouvez soit l'habiter, soit le louer, soit le revendre. La seule chose, c'est comme le contrat viager court toujours au moment où vous voulez le revendre si la personne est toujours vivante, vous devez maintenir les mêmes conditions de vente initiale pour le vendeur, numéro un. C'est-à-dire qu'en termes de montant de la rente, de conditions de revalorisation de la rente, etc., d'indexation de la rente, il faudra que ce soit les mêmes conditions de revente. Vous pourrez récupérer votre investissement par le biais du bouquet. D'accord, je Donc là, vous me récupère. disiez 60 000 et 400 euros, vous le vendez par exemple dans 10 ans, donc monsieur met d'avoir 72 ans, il aura 82 ans, donc les chiffres seront normalement plus élevés, le bien peut-être qu'il aura pris de la valeur aussi. Dans ce cas-là, vous pouvez certainement prétendre à un bouquet plus élevé. Et ce bouquet, il sera pour vous. D'accord, je récupère le bouquet, je récupère pas le. Je peux pas. En fait, si je comprends bien, je récupère le bouquet. En fait, c'est comme si moi je le vendais en viager. En fait, je le vends pas comme un bien normal Oui, entre guillemets. oui, vous le revendez en viager parce qu'il y a la rente qui continue à courir le temps que le vendeur est toujours vivant. C'est ça. Donc en fait, vous le revendez en viager libre avec une personne plus âgée dedans, avec un bouquet plus élevé. Donc dans ce bouquet, il y aura le bouquet initial que vous avez payé, sûrement une partie des frais de mutation, les frais de notaire, etc., sûrement une partie des rentes, taxes foncières, etc., qui seront englobés dedans, mais que le montant bouquet plus rente soit cohérent avec le prix du marché pour trouver un nouvel acquéreur. D'accord. Dans la plupart des cas, vous restez caution solidaire du paiement de la rente. Parce que dans les textes, le vendeur numéro un vous a choisi vous comme acquéreur. Vous décidez de le revendre, donc c'est vous qui choisissez le nouvel acquéreur et pas le vendeur. Donc en fait, généralement, il vous laisse en tant que caution. D'accord. Et si Oui, vous c'est voulez d'accord. enlever cette caution-là, il faut l'accord écrit du vendeur numéro un. D'accord. Ok. Ok. Merci. Tac, 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 tac. Ça, c'est bon. Bah, je crois que c'était un peu. Ah oui, alors attendez. Tac, tac, tac. Ouais, j'aimerais juste revenir avec vous sur, parce que c'était vraiment une question très, très importante, si on a 2 minutes. Vous m'avez bien répondu tout à l'heure, mais j'aimerais juste reconfirmer. Parce que c'est vrai que c'est une pierre angulaire de notre choix si on continue d'aller dans ce sens de ce viager ou d'un autre d'ailleurs, ou pas. C'est vraiment sur le fait de, si on est bien d'accord que si on achète ce viager, et que d'ici, admettons, 3 ans, 2 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe, on veut le mettre en location, euh, soit location longue durée, soit type Airbnb, etc. Mhm. euh, on n'est pas obligé de se limiter au prix de la rente. Non, vous limitez au prix du marché de la location. Ouais, voilà. Ouais, Si, parce si, que par exemple, moi, dans ma région, concrètement en Provence, dans le Luberon, une nuit, on va dire, dans une chambre basique, ça, c'est dans les 50 euros, 60 euros, on va Mhm. dire. Si je le loue 20 jours, je loue une chambre Mhm. 20 jours, 60 euros, donc je vais être à, je dis n'importe quoi, 1200 euros dans le mois, Mhm. je ne serai pas hors la loi. Non, non, non. Vis-à-vis de l'aléa, enfin, la loi, non, parce que déjà, vous avez le droit de louer. Et vis-à-vis Hein. du contrat viager par rapport à l'histoire de l'aléa, non, parce que du coup, c'est vous qui avez changé le dispositif pour vous permettre de louer plus cher. D'accord. Et du coup, il y a toujours un aléa. C'est-à-dire, en fait, c'est vous qui mettez à disposition une chambre. Donc, ça se loue, bah, vous gagnez de l'argent. Ça se loue pas, vous en gagnez pas. Donc, vous avez aussi une D'accord. prise de risque de ce côté-là. Et là, on le voit, par exemple, avec tous les gens qui avaient investi dans le Airbnb. Là, ça fait quelques mois avec l'histoire de Covid, là, qu'ils prennent un peu enfin, beaucoup le bouillon. Ah ben, eh ouais, oui, d'accord, Alors, ok. c'était un super dispositif, et c'est ça, moi, ce que j'appelle les facteurs extérieurs qu'on ne peut pas maîtriser, hein, c'est des trucs qui peuvent arriver. On a- Donc, certes, c'est hyper rentable quand on a acheté un bien et que ça tourne, que la vie est normale. Mais là, Ouais. avec un événement qu'on vient de prendre, là, le Ah ben là, confinement, plus de touristes, plus d'avions, etc. Enfin, ça doit être une catastrophe pour beaucoup de personnes. Ouais, ouais, ouais. Mais ce qui est intéressant dans ce bien, si on a encore quelques minutes, Mm, c'est que il y a si vous voulez, il y a une façade nord et une façade sud. La façade nord, elle est toute refaite en belle pierre, etc. C'est l'entrée de la maison, on va dire. Et la façade sud, il y a une sorte de jardinet avec une porte qui mène ce qu'ils appellent des caves. Mais le truc, c'est que en Provence, si vous voulez, les villages, ils sont vraiment en pentu, si vous voulez. Donc, mm. la façade nord, la rue, elle doit être ici. Et la façade sud, où il y a les caves,
la rue est ici, si vous voulez. D'accord. Bon, et en fait, les dites caves sont sous la maison, si vous voulez. Mais en termes comment dire, c'est au ras de la rue, si vous voulez. Donc, Du côté de il y a l'entrée, des lumières, on pourrait éventuellement faire des fenêtres et c'est en ça. fait transformer ça en pièce habitable. C'est ça. Parce que j'ai vu les lois sur Internet. Enfin, j'ai vu les lois, j'ai compris qu'on ne peut pas louer si c'est sous terre, etc. Dans la loi française, c'est pas possible, etc. Sauf si c'est vraiment. Enfin, c'est très compliqué. Mais là, je considère pas ça comme des caves. Du coup, donc je me dis peut-être les retaper, soit augmenter la surface de la maison, Hmm. ou alors aussi pouvoir. C'est possible. Oui, après, il faut regarder, en fait, il faut que ça soit le jugé décent par rapport à la loi et Ah, qu'on ait une hauteur sous plafond qui soit en accord avec la loi, un volume global idem, que ce ne soit pas des pièces aveugles, etc. ok. Oui, ça, il y a pas de difficulté. Après, faites attention parce qu'il y a quand même des déclarations à faire. Si vous augmentez la surface habitable, il y aura certainement des déclarations à faire en mairie. J'ai vu, Donc, il ouais, faudra regarder le règlement d'urbanisme. oui, c'est le PLE ou le POS. J'ai vu à partir de 20 mètres carrés, Le- jusqu'à Dans 20 tous les mètres cas, ça carrés. dépend du PLU, donc du plan local d'urbanisme. Ça dépend des règles qui seront dedans, mais en fait, il y aura des déclarations à faire. Après, le type de déclaration, c'est soit une déclaration préalable si on est en dessous de 20 mètres carrés, ou sinon un permis de construire si on est au-dessus. Super. Bah, franchement, merci déjà. Bah, merci pour tout votre temps déjà et vos connaissances. Et je suis super content par rapport à pas mal de réponses que vous m'avez apportées. Et surtout, vous m'avez enlevé une énorme épine du pied par rapport à la dernière grosse question là, de location. Parce que moi, dans mes recherches, je me suis dit, mais si on ne peut pas louer plus que le truc de la rente, enfin, d'accord, je veux bien qu'il y ait un aléa, qu'il y ait une sorte d'équilibre, mais je ne comprends pas. Le crédit rentier touche sa rente, enfin, on est carré, il touche sa rente, il n'y a aucun problème. Pourquoi moi, je ne pourrais pas faire même un tout petit peu de bénéfice, quoi. Non. Et Et après, on est sur du net-net. Et c'est pareil, parce que là, on prenait l'exemple du Airbnb qui se louait 60 euros, etc. Mais du coup, en fait, on va avoir un raisonnement sur l'année. C'est-à-dire, sur l'année, vous avez la totalité de la rente qui fera à peu près autour de 5 000 euros. Plus vous, après, de votre côté, vous allez avoir les revenus que vous allez générer par ça, sur lesquels vous allez enlever les différentes charges, les différents trucs, la taxe foncière, etc. Vous allez enlever la fiscalité. Et après, c'est l'équilibre qui est entre les deux. ça Et puis marche. après, c'est vous qui aussi mettez des dispositifs pour optimiser le rendement du bien. Donc, ça s'écoute. Ok. Bon, bah, c'est super. Je crois que j'ai fait le tour j'ai fait le tour des questions. Ah, super. Bah, merci pour cet échange. Du coup, bah, j'espère que Bien, ça intéressera, j'imagine que ça va intéresser du monde. je Et puis, pense. ça m'a donné aussi des nouvelles idées de podcast aussi qu'il faudra que Super. j'approfondisse, que je refasse Bah, des nouveaux. on va écouter ça avec Super. plaisir. Super. Bah, excellente journée à vous et Merci vous aussi. bon investissement et bon Alors, week-end. Au merci revoir. beaucoup. Au revoir.